Bonjour à tous, je crois que tout le monde est installé. Merci de votre participation. Alors je me présente rapidement. Je m'appelle Yoann Hervé, je suis, contrairement à ce qui est écrit sur le site, je ne suis pas docteur en études cinématographiques mais doctorant. Je suis dans la fin de ma thèse. Et je suis chargé de cours à l'université Paul Valéry Montpellier 3, dans laquelle je m'occupe plus particulièrement des cours d'analyse filmique. Ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est déjà adresser mes remerciements à la médiathèque André Malraux, à Olivier, à Dominique, aux gens de la cellule administrative. Ces ateliers d'analyse filmique, c'est toujours assez compliqué à mettre en place parce que ça demande toujours à travailler sur un support et sur quel film travailler, comment travailler sur un film qui intéresse tout le monde, qui plaît tout le monde, qui plaît à tout le monde, et un film qui a quand même assez de contenu pour pouvoir être travaillé. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques petits rappels historiques pour introduire mon sujet. Est-ce que vous connaissez la date officielle de naissance du cinématographe? C'est le 28 décembre 1895 et c'est important parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on arrive à dater avec autant de précision la naissance d'un art. Essayer de faire pareil en ce qui concerne le théâtre, en ce qui concerne la musique, en ce qui concerne l'architecture, c'est toujours beaucoup plus problématique. Alors qu'ici, on a une date bien précise, le 28 décembre 1895, et un lieu bien précis, à Paris, au Grand Café, dans l'arrière-salle du Grand Café, situé boulevard des Capucins. Cette date, elle correspond à quoi? Elle correspond à la première représentation publique et payante, c'est-à-dire le cinéma tel qu'on le connaît sous la forme qui est encore la nôtre, c'est-à-dire des séances publiques, n'importe qui peut y participer, il faut simplement payer une rétribution. Donc c'est pour ça qu'on retient cette date-là, alors qu'il y a eu d'autres inventions depuis en gros les années 1870 qui ont précédé la naissance du cinématographe des Frères Lumière. Si on retient donc leur nom, c'est tout simplement parce qu'ils ont été les premiers à pouvoir donner une représentation publique et payante de leur film. Je voulais rapidement un petit peu parler donc, des Frères Lumière et de Georges Méliès, et ensuite on se lancera plus précisément dans le travail d'analyse filmique. Pourquoi ? Parce que les Frères Lumière, donc le 28 décembre 1895, vont présenter quelques-unes de leurs vues. Alors on ne parle pas encore de films, le terme n'existe pas, ils appellent ça des vues. Et c'est des petites scénettes qui durent généralement moins d'une minute et qui n'ont maintenant pour nous d'autres valeurs qu'historiques. C'est pour ça qu'on en parle en termes de documentaires sociaux non intentionnels, c'est-à-dire que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue artistique, il n'y a pas grand-chose, il y a simplement l'innovation technique, et c'est tout. Désormais, en fait, pour nous, c'est la trace, ces documentaires-là, ce sont la trace d'un temps passé, c'est une sorte de mémoire vivante qui nous permet, encore une fois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de voir des êtres vivants dans leur milieu. Ici, je vous ai mis une photo donc de Auguste Lumière avec sa femme et son bébé. Et c'est un film qui s'appelle Repas de bébé ou Déjeuner de bébé, suivant le nom, suivant le catalogue auquel on l'emprunte. Et donc, ils avaient pour habitude de filmer des choses qui étaient réalistes. C'est-à-dire que ce qui caractérise le cinéma, ou plutôt les vues des Frères Lumière, c'est avant tout la prouesse technique de pouvoir enregistrer, saisir, tirer sur le réel, ce qu'on appelle, dans un jargon un peu trop universitaire, des coupes mobiles de la durée. C'est-à-dire qu'on était capable, après la photographie, d'enregistrer les choses, les êtres, dans leur durée. Et c'est ce qu'on retient surtout de l'innovation et des trouvailles des Frères Lumière. Le cinéma, donc, n'existe pas ici en tant qu'art.
Et d'ailleurs, les frères Lumière, l'anecdote veut que les frères Lumière ne vont pas croire à leur invention, ils vont simplement penser que la vogue du cinématographe sera très brève et disparaîtrait lorsque l'attrait pour Saulnier-Vautray serait éteinte. Quand on constate qu'aujourd'hui le cinéma c'est la première industrie culturelle au monde, on ne peut qu'apprécier combien ces deux-là n'étaient pas très visionnaires. Ce que je voulais vous montrer, c'est donc une de ces vues, la plus classique, je pense que vous la connaissez tous. C'est simplement pour se rendre compte que déjà ce travail d'analyse filmique, en deçà du fait qu'on n'ait pas ici une véritable dimension artistique ou esthétique, on peut commencer à faire ce travail-là. Donc ce que je vous demande, c'est d'être attentif et de voir ce que vous pouvez me dire par rapport aux habitudes de spectateurs que vous avez quant à cette vue des frères Lumière. Vous voyez que c'est pas grand chose, mais déjà dans le sens du cadrage, dans la façon dont les frères Lumière et surtout Auguste, qui avait un sens du cadrage particulièrement développé, a de filmer cette simple arrivée d'un train en gare de La Ciotat, on peut voir qu'il y a déjà 2-3 choses intéressantes. À votre avis, lesquelles ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a une légende, on n'a pas pu le vérifier, mais il y a une légende qui dit, lors de cette première représentation publique et payante, donc le 28 décembre 1895, les gens, devant la trop forte impression de réalité qui se dégage en fait de ces vues cinématographiques, auraient, voyant le train arriver sur eux, tous sauté à terre de peur qu'ils se fassent écraser. Donc, c'est une légende qui auréole en fait cette vue-là plus particulièrement, mais c'est déjà, ça explique assez bien l'impression de réalité qui se dégage des vues cinématographiques et l'effet que ça pouvait produire sur des gens qui n'avaient pas l'habitude de ces images-là. Par-delà le fait qu'on n'ait pas encore le son synchrone, c'est-à-dire que la musique qui est là en fait ne compte pour rien, on aurait pu mettre n'importe laquelle, ça n'a pas ici d'importance, ce qui compte c'est les images. Par-delà le fait que ces images soient en noir et blanc, la couleur ça viendra bien plus tard, ça viendra dans les années 50, on se rend compte qu'il y a quand même cette impression, cette forte impression de réalité qui se dégage de ces images et qui peut effrayer certains spectateurs. Pourtant vous voyez bien qu'on a une image qui est en 2 dimensions et pas en 3 dimensions comme dans notre réalité physique. Vous voyez bien qu'il manque beaucoup de choses et pourtant les gens spontanément y croient, y adhèrent et donc sont effrayés par la venue d'un train dont ils pensent qu'il va les écraser. Ce qu'on peut dire donc c'est qu'il n'y a pas encore de... Et on va mettre un certain temps avant d'avoir l'idée d'avoir mettre une caméra en mouvement, c'est-à-dire des effets de caméra, des mouvements de caméra, ici, et jusqu'en gros, dans les années 1915, les caméras vont rester majoritairement fixes. Ici, ce qu'on peut constater aussi, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de montage. Et là, ça va mettre un certain temps aussi à se mettre en place. C'est que ces vues qui vont être projetées dans les séances publiques et payantes organisées par les Frères Lumière, majoritairement, on ne va pas avoir l'idée de raconter des histoires et surtout de monter ces images entre elles. Il va falloir un certain nombre d'années, pratiquement 20. Ça ne va pas se faire avant 1915 et un Américain qui s'appelle Griffiths. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Il y a quand même un travail ici, on n'a pas un cadrage qui est trop frontal. C'est-à-dire qu'Auguste Lumière, quand il a placé sa caméra, il a très bien vu
qu'en la plaçant de biais par rapport à la voie de chemin ferré, il aurait un effet dans lequel on verrait le train arriver du fond de l'image, c'est-à-dire situé pratiquement, ça constitue un point de fuite d'un point de vue de la composition de l'image. Ce train allait arriver tout doucement et sans qu'il ait besoin de recadrer, sans qu'il ait besoin de bouger sa caméra, il y allait avoir les gens qui allaient apparaître en ce qu'on appelle en plan moyen à l'intérieur du cadre. Donc on parle d'une échelle de plan, c'est-à-dire d'un type de cadrage qui est assez large, et le train par lui-même va permettre différents recadrages successifs pour arriver à ce que des gens soient quasiment filmés en plan rapproché, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Donc simplement, sur cette vue photographique, qui ne relève en rien d'une quelconque mise en scène, c'est un vrai train qui arrive avec des vrais voyageurs qui en descendent, on se rend compte qu'il y a quand même un travail qui a été fait d'un point de vue du cadrage ici, et c'est ce travail-là qui va être important, mais qui va être pourtant oublié tout de suite après par un second personnage assez illustre qui s'appelle Georges Méliès. Alors je vais vous raconter la petite anecdote. En fait, il a participé donc à cette première représentation publique et payante qui a eu lieu le 28 décembre 1895. Il est allé voir le père des frères Lumière et tout de suite, lui, il était fasciné devant la découverte de cette invention. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout simplement supplié donc le père des frères Lumière de lui vendre un de ses appareils, un de ses cinématographes. Et ce dernier, en fait, va lui en refuser l'achat. Tout simplement parce qu'il estime, comme je vous l'ai dit, que la vogue du cinématographe allait très vite passer, les gens allaient très vite délaisser les salles obscures, qui d'ailleurs n'en étaient pas, puisque ça se passait dans l'arrière-salle de simple café. Et donc ils vont vouloir l'empêcher de se ruiner en achetant un cinématographe. Lui, visionnaire, va quand même avoir cette idée, va vouloir croire à son rêve et va partir en Angleterre acheter un appareil similaire développé par un londonien. Il va revenir en France, il va acheter de la pellicule et il va commencer lui aussi à filmer. Mais contrairement aux frères Lumière qui, eux, ne voulaient saisir que le quotidien des gens, que le réel pris sur le vif, lui, prestidigitateur de métier, va préférer en fait commencer à mettre en scène des histoires, des événements, des choses. Et contrairement aux frères Lumière qui envoyaient des opérateurs aux quatre coins du monde pour ramener des images à Paris et pour permettre aux gens donc, de découvrir, c'est l'aspect exotique de leur vue, de découvrir un petit peu le monde à domicile, c'est-à-dire qu'ils ont ni plus ni moins inventé que le reportage, le documentaire tel qu'on le connaît encore maintenant. Georges Méliès, lui, va faire l'inverse, il va construire un studio à Montreuil en 1897, et là, jusqu'à à peu près la moitié des années 10, va s'y enfermer complètement et à réaliser des centaines de films. Et c'est pour ça qu'on dit que, contrairement aux frères Lumière, Georges Méliès va faire entrer le cinématographe, dans sa voie théâtrale spectaculaire. C'est-à-dire qu'il va, en gros, être l'invention de la fiction cinématographique. Maintenant, je vais vous montrer aussi, donc cette image-là, elle est tirée de son film le plus célèbre, qui a été réalisé en 1902, qui s'appelle Voyage sur la Lune. Il dure 14 minutes, il est composé de 30 tableaux. On ne parle pas encore de plan, tout simplement parce qu'on ne peut pas encore parler de montage. L'image telle qu'elle apparaît, elle est en couleur, et ça s'explique par le fait qu'il y a quelques années, on a retrouvé une bobine en Espagne qui était depuis restaurée, la seule bobine colorisée de son film, qu'il avait lui-même donc colorié plan par plan, photogramme par photogramme à la main, et sur 14 minutes, si je ne me trompe pas, ça fait un peu plus de 30 000 photogrammes. Il avait donc pris son mal à patience, il a colorisé tout ça. On l'avait perdu jusqu'ici, on l'a retrouvée en Espagne. Elle a été restaurée et présentée il y a quelques années au Festival de Cannes. Vous pouvez la trouver sur YouTube, c'est une très belle version, avec une musique un peu trop contemporaine pour un film qui date de 1902, mais ça montre aussi combien on était attaché à toujours plus gagner en réalisme, et donc tout de suite le problème de la couleur et le problème du son synchrone
c'est des choses qui vont se penser quasiment immédiatement après l'invention du cinématographe des Frères Lumière. Vous voyez, contrairement aux vues des Frères Lumière, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Vous avez ici ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on dénomme désormais le cinéma de Georges Méliès, du théâtre filmé. Vous avez toujours chez lui dans ses films un cadrage qui était très frontal, c'est-à-dire que si je voulais le filmer, je mettrais la caméra en plein milieu de la salle ici, et donc j'adopterais un point de vue qui est celui du spectateur. Et c'est pour ça qu'on parle de théâtre filmé, parce que toute la mise en scène reste très théâtrale. Vous avez donc un cadrage frontal, un point de vue qui est spectatoriel, des décors qui sont peints à la main. Donc, à tous les niveaux ici, on ne peut pas encore parler d'art cinématographique, on en reste aussi au stade de la simple prouesse technique, mais vous n'avez pas encore cette idée de spécifier un langage qui soit typiquement cinématographique. C'est-à-dire que pour qu'un art devienne art, il faut qu'il s'invente ses propres codes, qu'il invente son propre langage, et c'est ça qui va faire son esthétique. Ici, ça reste malheureusement encore trop théâtral, et à aucun moment on peut parler de représentation artistique. C'est simplement cette idée d'avoir une mise en scène qui reste théâtrale, de le filmer. Et donc le point de vue adopté par la caméra, et ça c'est une chose importante quand on analyse des films, quel point de vue adopte la caméra sur un événement. Ici, c'est simplement celui d'un spectateur. Donc c'est comme s'il jouait devant vous à ce moment-là, et c'est l'effet que vous avez quand vous regardez, c'est-à-dire s'en venir à une simple mise en scène théâtrale. Néanmoins, et vous l'avez tous remarqué, je pense, c'est pour la première fois l'usage d'effets spéciaux. Alors à cette époque-là, on n'appelle pas ça des trucages, il appelle ça des trucs cinématographiques. Et l'anecdote veut que ça soit lors d'un enregistrement effectué dans la rue, que ça, donc le cinématographe encore n'était pas automatisé, c'est-à-dire qu'il fallait tourner une manivelle pour pouvoir embrayer le dispositif, veut que cette manivelle se soit bloquée pendant 1 seconde et qu'en fait, lors de la projection après, spontanément, comme par magie, un omnibus se soit transformé en corbillard. Et là, tout de suite, il a saisi cette petite chose, cette petite anecdote pour avoir l'idée de faire des trucs cinématographiques. Donc là, c'est Georges Méliès lui-même qui interprète. Vous voyez qu'il arrive à sortir sa propre tête, à se dédoubler, à sortir sa propre tête de n'importe où, et il s'amuse à la gonfler. Et donc là, c'est des effets spéciaux qu'on appelle grossissement, rapetissement, et c'est la simple surexposition de 2 pellicules cinématographiques les unes sur les autres. Et vous voyez, pour un film qui date de 1901, c'est quand même plutôt bien fait par rapport à tous les effets spéciaux numériques qu'on peut découvrir encore actuellement en salle. Donc c'est des choses qui restent faites en laboratoire, mais c'est surtout pour ça aussi qu'on retient le cinéma de Méliès, c'est-à-dire pour être l'inventeur des premiers effets spéciaux, ou comme il l'appelle lui, des trucs cinématographiques. Mais comme je vous l'ai dit, son cinéma n'en reste qu'à du théâtre filmé et aucune spécificité cinématographique ne se dégage de ses innombrables productions, et c'est d'ailleurs ce qui va le conduire à sa ruine, c'est-à-dire que toute sa vie va continuer à faire ces petits films. Donc il va avoir des projets de plus en plus gros, de plus en plus conséquents. Je vous ai dit que Le Voyage sur la Lune, ça serait 14 minutes, ce qui était considéré comme un long métrage pour l'époque. Mais quoi qu'il en soit, il adoptera toujours ce point de vue, qui sera celui d'un spectateur dans une salle de théâtre, et il ne va pas rechercher
à innover d'un point de vue de la réalisation de ces films, c'est-à-dire se questionner sur d'autres points de vue possibles, d'autres cadrages, avoir l'idée de mettre la caméra en mouvement, avoir plutôt véritablement recours à des techniques de montage. Et tout ça, ça va mettre une vingtaine d'années avant de se mettre en place. Et c'est seulement à la moitié vers la fin des années 10, en gros je vous l'ai dit 1914-1915, qu'un certain nombre de personnes aux États-Unis et par la suite en URSS vont avoir l'idée de commencer à se poser la question de savoir s'il n'était pas possible de faire entrer définitivement le cinéma, qui était encore trop considéré comme un art populaire et qu'il est encore trop de nos jours, dans sa voie artistique, et c'est-à-dire comment lui inventer un langage, comment lui inventer des codes qui lui soient propres. Et ça va se mettre en place tout doucement. Par quels moyens conduire un récit, par quels moyens véhiculer des idées, et tout ça va se faire grâce à une écriture propre qui va s'incarner, donc qui s'incarne désormais en chaque réalisateur sous la forme de ce qu'on appelle vulgairement un style. Donc pour que le cinéma acquiert une dimension artistique, il doit s'inventer et posséder des moyens d'expression qui lui soient propres. Et qu'est-ce qui donc, en tant que moyen d'expression spécifiquement cinématographique, n'appartient qu'au film, Est-ce que ce sont les images? Est-ce que ce sont les sons? Est-ce que ce sont le rapport entre le son et les images? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est une certaine appréhension du mouvement ou une certaine appréhension du temps? C'est toutes ces questions en fait qu'il convient de poser quand on s'intéresse à la question artistique, esthétique du cinéma. Pour ma part, j'aurais tendance à répondre, à la suite d'Eisenstein, à la suite de Godard, à la suite du philosophe Deleuze, que ce qui va spécifier le cinéma en tant qu'art, c'est principalement le montage. Or, ça serait une solution un peu trop facile, on ne peut pas occulter la question de l'image, la question du son, quand on s'intéresse à la question esthétique. Et quand on doit travailler, faire un travail d'analyse de film, on est obligé de s'interroger, de poser la question de l'image, donc du cadrage, je vais en reparler un petit peu plus tard, la question du son, la question des rapports entre son et image, et surtout la question du montage. Ce qui va distinguer le cinéma de toutes les autres moyens d'expression culturelle, c'est la puissance exceptionnelle qu'il tient du fait que son langage va fonctionner à partir de la reproduction photographique de la réalité. L'image photographique, si vous voulez, contrairement à l'image picturale, va saisir la réalité telle qu'elle est. Et c'est donc ces images-là qui vont poser problème, puisque ce que vous avez, hormis quand il y a des retouches numériques, mais je parle vraiment pour le cinéma des premiers temps, vous avez des images qui sont des empreintes directes et non médiatisées par une intervention humaine de la réalité. C'est-à-dire là où l'image picturale, ou dans une image picturale, vous allez avoir nécessairement un peu de la subjectivité du peintre qui va s'inscrire à l'intérieur, sa patte, sa facture, son style. Une image photographique, une image cinématographique va saisir le réel de façon objective, mécanique et automatique. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir, étant donné que le cinéma, c'est un simple instrument de reproduction mécanique du réel, en quoi est-ce que ça a à voir avec un quelconque art? Et donc il a fallu, tout doucement, montrer que ces images-là, on les donnait pas à voir telles quelles, on commençait à les travailler. Il y avait quand même tout ce qui tourne autour de la question du cadrage, et surtout on les montait entre elles. Et c'est pour ça que ce qui me semble important quand on étudie le cinéma, c'est d'étudier en fait la façon dont on va raconter une histoire, et surtout, en termes de post-production, savoir comment on va monter nos différentes images. Et donc, malgré ce fort sentiment d'analogie qui se dégage des images cinématographiques, le fait que ce soit des empreintes directes et non médiatisées de la réalité, il y a un problème qui va se poser, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la représentation. C'est que cette représentation-là, quand on analyse un film, beaucoup de gens l'occultent. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui est représenté, et non pas à la façon dont on le représente. Et c'est pourtant ce qu'il y a d'intéressant, c'est le vieux problème
du rapport entre fond et forme. Pour faire un petit peu de journalisme aussi, je me rends compte qu'en conférence de presse, beaucoup de journalisme, en particulier le dernier film qui a été réalisé par Guillaume Gallienne, qui est sorti cette semaine, pour l'avoir interviewé, beaucoup de gens s'intéressent à l'histoire, et jamais à la façon dont elle est racontée. C'est-à-dire à la façon dont elle est filmée, à la façon dont elle est montée, à la façon dont on joue avec les sons. C'est simplement ce qui est représenté, ce qui est thématisé qui va intéresser les gens. Or, dans un travail d'analyse, on ne peut pas occulter la façon dont tout ça a été réalisé, la façon dont la question de la représentation. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici donc, ce tableau de Magritte qu'on connaît tous et qui s'appelle La trahison des images. C'est pour la simple raison qu'on a tendance à occulter, qu'on a toujours affaire à des images, et aussi fortes et aussi empreintes de réalité soient-elles, ça reste avant tout des images. Et donc cette question de la représentation, quand on analyse un film, doit être posée. Donc si le cinéma est un langage, c'est parce qu'il opère avec les images des objets et non pas avec les objets eux-mêmes. La duplication photographique, si vous voulez, va arracher au mutisme du monde un fragment de réalité pour en faire l'élément d'un discours. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir filmer quelque chose, autant un documentaire, autant qu'un film de fiction, vous allez toujours vous poser la question de savoir où est-ce que je vais placer ma caméra et qu'est-ce que je vais pouvoir bien signifier par la suite avec ce type de cadrage-là. Donc c'est pour ça que disposer autrement, en fait, ces fragments de réalité arrachés au monde vont pouvoir être brassés, restructurés au fil d'une intention narrative. Et c'est là où les effigies du monde, ces pans de réalité qu'on découpe sur le réel, en fait, vont devenir des éléments d'un énoncé. Et c'est pour ça qu'on peut parler maintenant, désormais, de langage cinématographique et pas de langue, comme certains le voudraient, même s'il y a eu quand même cette bête illusion que, avant l'arrivée du son synchrone au cinéma, le cinéma puisse être cette langue universelle que beaucoup d'écrivains avaient appelé de leur vœu, l'espéranto. Et donc c'est ce passage de la réalité à la représentation que va émerger la possibilité d'un langage cinématographique. Un objet, quand vous allez le filmer, pourra toujours signifier plus qu'il ne ferait dans la réalité. C'est-à-dire que vous pouvez le détourner de son usage premier. La façon dont vous allez agencer un plan d'un objet avec d'autres plans va faire que vous allez transformer les significations qui pourtant, spontanément, littéralement, se dégagent de lui. C'est pour ça que la réalité, donc dans un travail d'analyse de film, toujours prendre en compte cette question de la représentation. La réalité telle qu'elle apparaît sur l'écran n'est donc jamais totalement neutre, mais toujours signe de quelque chose de plus, comme je vous l'ai dit. Et c'est cette ambiguïté de la relation entre un réel objectif, donc le nôtre qu'on est en train de partager ici, et l'image filmique, qui est l'un des caractères fondamentaux de l'expression cinématographique et qui va déterminer en grande partie le rapport du spectateur avec le film. Et donc ces ateliers, ça c'est ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, vont viser avant toute chose à analyser les innombrables moyens d'expression qui ont été utilisés par le cinéma avec une souplesse et une efficacité comparables à celle du langage verbal. Et c'est à partir d'eux, par la maîtrise de cette terminologie propre au cinéma, que pourra commencer à se faire le travail d'analyse de film, d'analyse de séquence. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ce vocabulaire spécifique, le vocabulaire technique spécifique au cinéma. Un dernier aparté, je sais que c'est toujours long, mais c'est les questions qu'on rencontre fréquemment quand on pose la question de l'analyse filmique. On a toujours des objections qui se dégagent naturellement. Le cinéma, pour beaucoup de gens, c'est avant tout un divertissement
pourquoi est-ce qu'on devrait le faire entrer dans une raison qui est une raison scolaire? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de simplement voir un film, de l'apprécier? Le film nous émeut, il nous fait pleurer, il nous fait rire, il nous alerte sur des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en tenir à cet état-là? Pourquoi est-ce qu'il va falloir l'analyser, le disséquer, le décomposer et surtout tenir un discours sur lui? Ça, c'est la première type d'objection. La deuxième, c'est est-ce que quand on va analyser un film, et surtout un film qui nous plaît, est-ce que ça va pas être finalement l'abîmer, le détériorer? Et ça, c'est quand même une objection à prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants que j'ai en cours, quand je leur demande d'analyser une séquence ou un film, je leur dis toujours, ne travaillez pas sur ces films qui vous plaisent, qui constituent votre petit jardin secret, pour la simple raison que malheureusement, quand vous allez travailler dessus, vous allez le disséquer, le décomposer, et vous allez perdre tout ce qui faisait le charme et la beauté de découvrir un film. Et vous allez vous retrouver après devant un objet sur lequel vous avez trop travaillé et sur lequel vous n'aurez pas plus rien à dire, parce qu'il y a toujours des choses à dire quand on analyse, mais disons que toutes les émotions dont ce film-là vous rendez prisonnier, vous allez les perdre. Bon, ça arrive assez fréquemment, donc c'est pour ça qu'on essaye, quand on travaille sur des films, de jamais travailler sur les films qui nous tiennent trop à cœur, pour la simple raison qu'on les abîme, on les détériore, et on perd tout ce qui pouvait nous émouvoir à l'intérieur. Dernière chose, et ça vaut dans le cas d'une analyse de séquence, qui est toujours l'exercice qu'on commence à faire avant d'analyser un film. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour travailler sur un film. Généralement, à l'université, ça constitue le travail qu'on fait en Master 1 et en Master 2, c'est-à-dire que généralement, on prend un film et on va passer une année à l'analyser quasiment plan par plan. Donc, si on travaille simplement sur une séquence, comme je vais le faire à la fin, est-ce qu'on ne risque pas de s'en tenir à des simples conclusions partielles sur le film? C'est-à-dire que ce qu'on aura dit, finalement, pourrait être relativisé à la vue d'autres séquences, à la vue du film entier. Est-ce que finalement, et c'est le problème qui va se poser, je vous ai dit dans cette séquence que je vais vous proposer, savoir si tout ce qu'on va pouvoir en dire ne va pas être limité par le fait qu'on n'aura pas vu le reste du film. Il y a une citation donc ça, c'est beaucoup d'objections qu'on peut dire à l'encontre de ce travail d'analyse. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études cinématographiques, cet exercice-là, le travail d'analyse de film, ça constitue l'exercice type, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants qui veulent préparer après les concours des grandes écoles de cinéma vont devoir se confronter lors de leur concours à cet exercice. C'est l'exercice type des études cinématographiques, celui qu'il faut maîtriser. Que ce soit une école publique, une école payante, la FEMIS ou le Lumière, vous aurez toujours un travail d'analyse de séquence à opérer. Le problème, c'est savoir comment travailler dessus. Ces films, vous les avez peut-être pas vus. Les séquences qui vont être choisies, ça peut se situer en plein milieu du film et on vous donnera 3 ou 4 lignes de synopsis pour vous aider à mieux les comprendre. Mais sinon, comment, devant n'importe quel type d'image en mouvement, est-ce que je dois me comporter si je veux les analyser? Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on peut répondre à cet ensemble d'objections, c'est que l'explication, déjà je voulais commencer par une citation d'Adorno, qui est un philosophe allemand du début du siècle, qui disait que plus on comprend l'œuvre d'art et moins on en jouit. Il ne faut pas comprendre non plus que l'explication va tuer le plaisir, mais que c'est cet accès admiratif à la part de vérité que les œuvres contiennent et à laquelle on accède qu'en les comprenant qui va être supérieur au simple plaisir des sens. C'est-à-dire que certes, il y a toujours cette possibilité d'abîmer l'objet sur lequel on travaille, mais est-ce qu'on n'y trouve pas un plaisir supérieur à la simple vue d'un film et un simple plaisir qui se dégage de nos sens? Puisque le film, c'est ça, c'est rien que des images, donc du visuel et du son, c'est-à-dire du sonore. L'analyse de fragments va
en quelque sorte toujours bouleverser la réception de l'œuvre, ne serait-ce qu'à cause de la répétition permise par l'essor des copies domestiques. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui se sont posés quand on a voulu commencer à analyser les films au début des années 60, même au début des années 30, il y a eu quelques écoles qui s'y sont essayées, c'est-à-dire que comment est-ce que je pouvais travailler sur un film que j'étais obligé d'aller voir en salle? Maintenant, le problème ne se pose plus, on a tous accès à des copies numériques, à des copies piratées sur Internet, il n'y a absolument plus de problème. Comment est-ce que je pouvais analyser un film donc en ne le voyant qu'une seule fois? Ça demandait quand même beaucoup de prouesse, il fallait pendant le temps de projection avoir à disposition du papier et un stylo et prendre un maximum de notes pour pouvoir ensuite retravailler ça chez soi. Ça faisait aussi appel à un travail de la mémoire qui quelquefois pouvait être trompeur et qui donc, nous amenait à avoir des analyses qui étaient erronées. De nos jours, donc, avec l'essor des copies domestiques, des copies numériques, on n'a plus ce problème-là, mais on tombe justement dans la chose inverse. C'est-à-dire que comme on peut se repasser une séquence, un film, des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, est-ce qu'on ne va pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'analyse trop poussée ou la micro-analyse, qui fait qu'on va essayer de prendre chaque détail de l'image en compte, chaque détail sonore, chaque détail de montage, essayer de le disséquer à la lettre. Est-ce que là, on ne va pas tomber dans l'effet inverse, dans le phénomène inverse, c'est-à-dire aller un petit peu trop loin dans l'analyse et risquer la surinterprétation du film? Ça, c'est un problème qui avait été soulevé par un théoricien du cinéma qui était venu nous voir à Paul Valéry et qui expliquait qu'au bout d'un moment, dans un travail d'analyse, qui est un travail, vous allez voir, interminable, il fallait toujours se donner le temps d'arrêter cette analyse, se dire qu'au bout d'un moment, j'en avais suffisamment dit sur le film et que peut-être une année, 2 années, des dizaines d'années plus tard, je pourrais y retourner, avoir un regard neuf et différent dessus. C'est ce qui s'était passé donc avec la présentation d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelait Passion. Ce théoricien-là, il s'appelle Alain Bergala. Il est membre de jury à la FEMIS. Il a écrit beaucoup de choses passionnantes sur le cinéma. Il nous avait expliqué que lui, pendant de longues années, avait travaillé sur Godard, avait travaillé sur ce film Passion. Et il s'était rendu compte que il y a un moment, l'analyse était allée trop loin. Il fallait la laisser de côté, peut-être passer à autre chose. Et quelques années plus tard, il était revenu et s'était rendu compte qu'il y avait des choses radicalement nouvelles, radicalement différentes à dire dessus. À la fois pour montrer qu'une analyse c'est quelque chose d'interminable, et aussi montrer qu'il y a une nécessité au bout d'un moment de suspendre son discours pour peut-être ne pas frôler ou ne pas être tenté par la surinterprétation d'un film. Ensuite, il y a quand même des règles de méthodologie à appliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme je vous disais, analyser un film en ne le voyant qu'une seule fois. Ça demande d'avoir l'objet à disposition, ça demande de pouvoir faire des arrêts sur image, et ça peut être problématique puisqu'on suspend le cours du film. Ça demande à pouvoir faire des fois une progression image par image, même si ce n'est pas la meilleure méthode à employer. Mais ça demande au moins 2, 3, 4 visionnages de films avant de pouvoir commencer à travailler dessus. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un discours critique et un discours analytique, c'est-à-dire qu'un critique de cinéma va voir le film qu'une seule fois et va pouvoir tenir un discours dessus qui va contenir un certain nombre de jugements de goût, alors que nous, dans notre travail d'analyse, comme je vous l'ai dit, tout est analysable, mais simplement, il faut prendre le temps de s'y arrêter, et c'est un travail qui demande des jours, des mois, je vous l'ai dit quelquefois, des années. J'en viens à la question de savoir qu'est-ce qu'analyser un film, qu'est-ce qu'on entend par analyser un film. Chose simple, évidente, dans un premier temps, ça serait parvenir à mieux le comprendre, voire même à l'expliquer pourquoi tel jour, à ce moment-là, il m'a fait cet effet-là. Ensuite, le problème, je l'ai dit, il est toujours bon de commencer en fait l'analyse de film par une analyse de séquence. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'exercer sur des choses qui durent 2-3 minutes avant de se lancer dans un travail, sur un travail de trop longue haleine, sur un film qui dure 1h30, 2 heures, voire 2h30, comme on peut trouver, comme on peut voir actuellement dans les salles de cinéma. Donc c'est prendre le temps de s'arrêter en fait sur le film,
sur le dispositif audiovisuel et voir un petit peu quelle est cette trace qu'il a laissée en moi. Certaines séquences, et ça c'est indéniable, sont toujours beaucoup plus pertinentes à analyser que les autres, suivant la façon dont elles ont été construites. C'est-à-dire que dans un film, quand on analyse un film, on ne va pas véritablement l'analyser du début à la fin. Les séquences les plus intéressantes, à mon sens, c'est toujours celles qui se situent au début du film, c'est-à-dire qu'un réalisateur, j'aime à croire qu'il accorde plus d'importance à la première séquence de son film, mais aussi à la dernière. Je ne veux pas dire que le reste est inintéressant. Ce que j'essaie de dire, c'est que celle-là, étant donné que c'est celle à partir desquelles le personnage va plonger dans l'univers du film, et pour la séquence de fin, celle qui va lui permettre d'avoir la résolution ou non de son histoire et surtout de s'en extraire, j'aime à croire qu'elles sont plus savamment construites que les autres. C'est-à-dire que quand on va analyser une séquence dans laquelle deux personnages se parlent, un simple chant contre chant, je ne pense pas que c'est beaucoup de pertinence cinématographique, surtout que de pertinence analytique, surtout que ce qui va nous intéresser ici dans l'analyse, c'est principalement le contenu du discours verbal échangé entre les deux protagonistes. Donc, s'arrêter sur les séquences clés qui ont une construction intéressante, qui proposent des choses novatrices d'un point de vue esthétique, et c'est pour ça que je vous conseille généralement de travailler sur les séquences de début et de fin de film, ce que je vais faire sur le film que je vais vous proposer juste après. Donc, analyser un film, ça va être observer de près, si vous voulez, le jeu complexe de ces données visuelles et sonores qui vont faire sens, et surtout par derrière, essayer de leur donner une signification, une interprétation. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, et c'est la dernière chose, l'analyste, c'est pas un gendarme si vous voulez. C'est pas parce que il ne faut pas, disons qu'il n'y a pas de discours qui va mieux que les autres quand on analyse un film. Chaque discours analytique reste pertinent. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le spectateur est toujours libre d'entendre, de voir ce qui lui chante dans les données en provenance de l'écran. Or, les seuls points de divergence qu'il peut y avoir, c'est peut-être qu'à ce moment-là, tel analyste n'aura pas pris en compte telle donnée filmique qui semble intéressante pour une autre personne. Et du coup, ça pourra l'amener à réévaluer son analyse, à la reformuler. Donc, une fois cette liberté posée, si vous voulez, on s'aperçoit vite que c'est pas tout dire et tout faire avec le film. C'est-à-dire qu'il y a tout n'est pas dans tout au cinéma, et tout film, aussi puissamment interprétable soit-il, ne va pas convoquer une infinité de significations. Je vous parlais par exemple d'un film de Terrence Malick sur lequel j'ai pas mal travaillé, qui a eu la Palme d'Or il y a 3 ans au Festival de Cannes, The Tree of Life. Ça fait partie des films qui sont puissamment interprétables à mon goût, c'est-à-dire que, étant donné que le canevas scénaristique, l'histoire qui vous est racontée, est très très faible et n'est pas prédominante par rapport à toutes les sensations dont Malick, toutes les sensations qui vont se dégager des images et des sons et la façon dont ils sont agencés entre eux, tout ça va faire en sorte que vous avez une infinité, pas une infinité justement, mais beaucoup d'interprétations possibles. Mais quoi qu'il en soit, un film va toujours convoquer en lui-même, en fait, ses propres restrictions d'analyse, ses propres, ce qu'on appelle en jargon universitaire, ses propres barrages sémantiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire et tout faire avec un film. Il y a quand même un moment où on va tomber dans la surinterprétation. Autre chose, quand on analyse un film, et je m'excuse un peu, c'est toujours un petit peu long d'introduire, mais il y a beaucoup de types d'analyses qui ont été classifiées universitairement, mais finalement il y en a 2 qui sont plus intéressantes que les autres, c'est ce qu'on appelle l'analyse interne et l'analyse externe. Qu'est-ce que c'est ? L'analyse interne, c'est simplement considérer en lui-même, c'est-à-dire ne s'en tenir qu'au film, qu'aux images, qu'au son, et on ne va pas prendre en compte le contexte socio-historique, par exemple, dans lequel il est né. C'est-à-dire qu'en gros, elle va nous expliquer, cette analyse interne, que
le texte ne doit pas faire, quand on analyse, de renvoi à d'autres textes et à certaines réalités du monde. Ça reste assez problématique, puisqu'on a toujours tendance à faire des liens avec beaucoup de choses. Par exemple, ce film qui a eu la Palme d'Or cette année et qui s'appelle La vie d'Adèle, c'est difficile, si on veut l'analyser, de ne pas prendre en compte le fait qu'il s'inscrit dans des débats qui ont été assez virulents en France sur la question du mariage homosexuel et surtout de l'homosexualité. Le fait qu'il ait eu ces palmes d'or-là à ce moment-là ne peut pas ne pas être expliqué à la lumière de ce contexte social qui a été le nôtre. Et donc si on veut l'analyser, on sera, me semble-t-il, obligé à ce moment-là de prendre en compte ce contexte-là. Un film, donc, à mon avis, ne peut être saisi que dans un contexte historique donné, ce qui va lui donner des habitudes de décodage, et le film va souvent reposer sur des usages de fabrication propres à une époque. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de regarder un film, quelquefois voir la texture de l'image, se dire tiens, ça c'est du 16 mm, ça c'est du 35 mm, pour dire ça renvoie à telle époque. Par exemple, des films qui ont été tournés en Technicolor aussi, chose qui ne se fait plus parce que maintenant la révolution numérique est terminée. On sait que c'est forcément des films des années 60 jusqu'aux années 90, 2000, où on a vraiment le passage au numérique. Donc un film, dans la manière dont il est fait, d'un point de vue des images, d'un point de vue du son, va toujours se référer à une époque, un pays, un genre, voire à une maison de production. Et certains chercheurs en cinéma disent d'ailleurs qu'on puisse mener une analyse autre qu'historique. C'est-à-dire qu'ils posent la question de savoir est-ce que l'œuvre d'art ne doit pas être seulement comprise qu'au regard des conditions de sa production. Donc bien évidemment non, ça serait une analyse qui serait assez limitée, et comme je vous l'ai dit, il n'y a quand même pas beaucoup de limites à se mettre à rencontrer quand on analyse un film. L'analyse externe, c'est l'analyse qui veut qu'on renvoie donc qu'on ne fasse d'analyse autre qu'historique. C'est-à-dire que la seule chose qui va nous intéresser, c'est le contexte de production, le contexte social, le contexte historique, le contexte politique, n'importe quel contexte. C'est ça qui va être pris en compte à l'intérieur du film et rien que ça. Là, c'est dommage parce que c'est occulter beaucoup de choses qui sont situées rien que dans le film et qui le font exister en tant que film. Donc j'en arrive à savoir maintenant, essayer d'esquisser une méthodologie de l'analyse filmique. Qu'est-ce que ça peut être précisément? Analyser un film, en gros, ça va se faire en toujours 2 étapes. C'est surtout une activité banale que vous, moi, sous une forme plus ou moins systématique, quelque chose qu'on réalise, qu'on va pratiquer à un moment donné de sa vision. Alors je vous l'ai dit, quand même, pour que l'analyse reste pertinente, il faut multiplier les visionnages, il faut pouvoir s'arrêter sur certaines images, il faut pouvoir écouter avec une acuité prononcée certains sons. C'est le cas par exemple des films de Terrence Malick, j'en parle souvent, mais des films de Gus Van Sant. Le film La vie d'Adèle aussi, qui a un traitement sonore assez particulier. Le film qui est récemment sorti, La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, qui fait preuve aussi d'une intelligence sonore hors norme, me semble-t-il. Toutes ces choses-là demandent à ce qu'on s'y arrête au bout d'un moment. Donc le premier temps d'un travail d'analyse, ça va être le travail de description, c'est-à-dire en gros décomposer le film en ses éléments constituants, le mettre en morceaux, le découdre, le désassembler, prélever, séparer, détacher, et surtout nommer ce qu'on ne perçoit pas isolément à l'œil nu quand on est happé par cette totalité. On va donc partir du film qu'on considère comme étant quelque chose de global, d'entier. Tout doucement, on va le déconstruire pour obtenir un ensemble d'éléments distincts du film lui-même. Et la seconde phase, et c'est une phase qui est beaucoup plus problématique, c'est celle qui va consister à établir un ensemble de relations, de liens entre ces différents éléments, à comprendre comment ils s'associent, comment ils deviennent complices pour faire surgir un tout signifiant, c'est-à-dire pouvoir donner une interprétation du film lui-même. Donc le deuxième temps, c'est celui où il va falloir reconstruire le film ou l'extrait. Et cette reconstruction nous présente, c'est assez évident, aucun point commun avec la réalisation du film. C'est-à-dire que c'est une reconstruction verbale, un discours que vous allez tenir sur le film et rien d'autre.
Vous partez du film, il ne faut quand même pas vous en échapper totalement, mais le discours que vous allez tenir sur le film ne doit aucunement ressembler au film lui-même. C'est-à-dire que c'est une sorte de création qui doit être totalement assumée par l'analyste. Il y a un côté fictionnel, c'est vrai, mais alors que la réalisation, elle, reste une réalité. C'est un discours possible que vous tenez sur le film, un discours qui peut être, qui pourra faire l'objet d'un certain nombre de réfutations par la suite. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, nommer les différents éléments inscrits, que ce soit visible ou audible, c'est-à-dire décrire le film, et dans un deuxième temps, l'interpréter. Ce que je voudrais faire aujourd'hui pour commencer, c'est donner les clés et surtout tout ce vocabulaire technique qui va nous permettre de décrire un film. Et vous allez voir, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais en ce qui concerne la question du son, c'est très compliqué de mettre des mots sur des phénomènes musicaux, sur un phrasé verbal, sur des bruits. Alors là, je donne souvent l'exemple des films de science-fiction qui font appel au travail de designers sonores, comme dans les Star Wars qu'on a tous vus. Comment décrire ces sons qui ont été inventés de toutes pièces, qui n'existent pas dans notre réalité physique? Comment est-ce qu'on va pouvoir les nommer, les décrire, et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir en parler? Donc je vous ai dit, le deuxième temps du film, l'interprétation, c'est toujours problématique. Parce que cette interprétation-là, elle va être empreinte de subjectivité, votre subjectivité, donc soumise à discussion. Il ne s'agit donc pas, quand on fait un travail d'analyse, et ça c'est vraiment important, de partir en quête d'une quelconque vérité, mais bien plus de voir comment le film fonctionne, comment est-ce qu'il travaille. Et c'est seulement la rigueur descriptive, la rigueur dans la description, qui sera garante de la pertinence de l'interprétation que vous allez donner. C'est pour ça que, et c'est le problème qu'on rencontre généralement, autant dans les lycées qu'à l'université, quand on donne une séquence savoir, tout de suite, les gens veulent l'interpréter. Moi, j'y ai vu ci, moi, j'y ai vu ça, alors qu'ils n'ont pas fait l'étape préliminaire qui est tout aussi fondamentale, qui consiste à décrire avec le plus de précision, avec le plus de méticulosité possible, ce qu'on a vu. C'est pour ça que analyser un film, ça exige donc comme qualité première une certaine acuité perceptive. Et ce terme-là, je l'aime bien, c'est parce que vous l'aurez trouvé dans le règlement intérieur des concours donc de la grande école de cinéma publique française qui est la FEMIS. Ils expliquent que le travail d'analyse de séquence qu'ils demandent donc, aux étudiants, c'est ni plus ni moins qu'un travail d'acuité perceptive, c'est-à-dire voir et entendre ce que la majorité des gens qui font simplement un usage conventionnel, qui d'ailleurs n'est pas critiquable en soi du cinéma, ne voient pas forcément. Leur montrer ce que le grand nombre ne voit pas. Donc je vous l'ai dit, un film, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un mix d'images et de sons, et c'est rien que ça. Des éléments sonores, des éléments visuels, mais surtout aussi un agencement en fait, de cette matière sonore et de cette matière visuelle en vue de raconter une histoire. La majorité des films que l'on voit de nos jours sont des films d'ordre narratif. Il ne faut pas oublier qu'il existe quand même des films qui sont expérimentaux et donc qui vont appeler une autre méthodologie d'analyse filmique. Ce ne sera pas ce que je vais faire ici, 99,9% des films qu'on voit sont des films narratifs, et ils demandent déjà suffisamment de travail, mais ne pas oublier qu'il y a des films non narratifs, non expérimentaux. Et d'une certaine façon, The Tree of Life de Terrence Malick, c'est un film qui tend à se rapprocher le plus possible du cinéma non narratif. Donc, 3 choses doivent être prises en compte lors d'une analyse: les images, et aussi la façon dont elles sont montées, les sons, et généralement on a tendance à catégoriser tout ça en dialogue, musique et bruit, et surtout la façon dont tout ça s'est agencé, donc le montage des images entre elles, le montage des sons entre eux, et le montage de ces images et de ces sons. Et donc c'est à partir de tout ça qu'on va pouvoir commencer un véritable travail d'analyse de film. Donc au niveau de l'image, il y a tout un vocabulaire, ce qui concerne les échelles de plan, les angles de prise de vue, les mouvements de caméra, mais aussi la lumière, et ça vous allez voir que c'est assez compliqué à nommer, et aussi tout ce qui concerne la profondeur de champ. Et tout ça doit être pris en compte dans un travail d'analyse, et ce que je vais faire maintenant, en fait, en essayant
de donner tout ce vocabulaire technique et essayer de montrer à travers de très très courts exemples l'usage qu'en fait tel ou tel réalisateur. Donc formellement, un film, c'est quoi? C'est toujours un objet, une entité qui est composée d'un plus ou moins grand nombre de plans. Et le plan, ça sera d'un point de vue du langage cinématographique, l'unité minimale à partir de laquelle il convient de travailler. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, le premier moment de l'analyse, c'est comment est-ce qu'on va découdre cette globalité, ce tout qu'est le film. Est-ce qu'on va le décomposer par séquence? Est-ce qu'on va le décomposer en scène? Ou est-ce qu'on va le décomposer en plan? Ou on pourrait même imaginer, mais là ça semble quand même peu croyable, de s'arrêter à analyser, à travailler chaque photogramme les uns à la suite des autres. Donc cette méthode, à mon avis, elle est fortement contestable, mais on peut considérer que la première chose, l'unité minimale à partir de laquelle on va travailler, ça va être le plan. Ces plans qui vont s'organiser ensuite en scène, qui vont s'organiser en séquence, qui vont s'organiser, qui vont donner le film. Donc cette notion de plan qui est fondamentale et à partir de laquelle il convient de travailler, elle est utilisée par beaucoup de monde qui travaille autant d'un point de vue théorique que technique sur les films. C'est-à-dire qu'au stade du tournage, un plan c'est quoi? C'est l'équivalent approximatif de ce qu'on entend généralement par cadre, champ ou prise. Ça désigne un certain point de vue sur un événement et donc une certaine durée. Au stade du montage, par exemple, le plan, ça va être l'unité de base du montage. C'est-à-dire que le monteur, on lui envoie des rushs, différentes prises sur un même événement. À partir de là, il doit sélectionner ses rushs et il doit les découper d'une certaine façon et ensuite les agencer les unes à la suite des autres. Et c'est ça le travail de montage à la base. Donc, ça sera le plan, ça sera l'unité du montage. Le morceau de pellicule minimal qui, assemblé à d'autres, va produire le film. D'un point de vue de l'approche théorique, c'est une notion qui est un peu plus complexe à manier, surtout en esthétique du cinéma. La notion de plan va se voir utilisée dans moins 3 types de contextes. Et les premiers, ça va être en ce qui concerne le cadrage. Le cadrage, c'est l'opération qui va consister à choisir, à prélever sur le réel ce qu'on va inscrire sous forme d'image dans les limites donc d'un cadre. Ce cadrage-là, ça va demander à organiser d'une certaine manière dans l'espace du cadre les éléments qu'on a choisi d'y faire apparaître. Donc comment est-ce que j'organise mon champ? Le champ, c'est ce qui est situé à l'intérieur du cadre. Et du coup, cette détermination du cadre comme système va s'effectuer au niveau de plusieurs composantes, si vous voulez. La première, ça va être les angles de cadrage. Ensuite, il va y avoir les échelles de plan. Ensuite, il y aura la profondeur de champ. Les angles de cadrage, ça reste assez simple. C'est simplement la perspective angulaire qu'on a sur les objets filmés. Et généralement, assez simplement, on va les répartir en 3 sous-catégories: la plongée, la contre-plongée et l'angle plat. La plongée, c'est quand vous placez la caméra au-dessus du personnage ou la chose que vous voulez filmer, et du coup, vous la voyez vue du dessus. La contre-plongée, c'est l'inverse. L'objet filmé est montré vu d'en bas, donc de dessous, et l'angle plat, on a tendance à dire que c'est celui qui correspond le plus à la vision humaine, vision de face d'un homme normal. Il ne faut pas oublier que maintenant, avec tout l'appareillage technique qu'on a, des grues de plus en plus complexes, on peut faire des angles de cadrage totalement improbables. C'est-à-dire qu'ils vont se situer très près du sol, dans lesquels la caméra va tourner en permanence sur elle-même. Donc on a la possibilité d'avoir des angles de cadrage qui soient tout à fait spectaculaires et bien que plats vont se détacher le plus possible de la vision humaine. Parce qu'on aurait tendance à dire, à croire, qu'un cadrage normal au cinéma, finalement, c'est le point de vue d'un narrateur, d'un personnage lambda sur une scène. C'est pas nécessairement le cas. On aurait une approche maintenant, entre guillemets, beaucoup plus matérialiste, de dire qu'on n'est pas forcément obligé de justifier un cadrage par rapport à un personnage,
mais tout simplement aussi par rapport au sens qu'on va pouvoir donner à ce qui est montré. Pour vous montrer une plongée, j'ai choisi la séquence qui introduit un film de, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle M. Night Shyamalan. Le film, ça s'appelle Le Village, c'est peut-être son meilleur film. Et il a fait quand même pas mal de blockbusters qui ne sont pas intéressants. Et dans cette séquence-là, il va faire une utilisation assez intéressante de la plongée. Et je vous demande, là l'étape de description je l'aurais fait, de me dire à quoi correspond l'usage particulier qu'il va faire de cette plongée, c'est-à-dire d'une caméra qui est située au-dessus des personnages et des objets filmés. Whose hand will I hold, so that I may walk? We may question ourselves. À votre avis, qu'est-ce qui va justifier ce type de cadrage particulier? Et c'est ce qu'on appelle une plongée totale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la caméra qui est plus inclinée par rapport au sol. Qu'est-ce qui peut bien justifier dans cette séquence-là? Vous voyez que c'est un enterrement d'un enfant, ce type de cadrage-là. Et par derrière, vous voyez qu'il y a aussi un petit mouvement de caméra qui s'en rapproche. Qu'est-ce qui le justifie aussi? Le plan précédent, c'était une vue au niveau humain, avec donc tous les gens de l'assistance, et ensuite, on entend là, je crois, avec les gens de l'assistance, et ensuite il voulait peut-être, en faisant une plongée comme ça, le mettre à une dimension plus spirituelle et plus émotionnelle, dans quelque chose de plus divin. Donc un aspect spirituel, divin, religieux, vous voulez dire que oui. On aurait, donc le point de vue, ça pourrait correspondre à quoi? Du ciel, quelque part. Voilà. Pas de Dieu en particulier. Dieu ou le ciel, mais quelque chose de plus spirituel, après avoir vu quelque chose au niveau humain. Alors je laisse d'autres personnes... C'était à peu près la même chose, comme vient de dire la dame, et le plan d'après nous permet de voir cette statue qui a justement une vision en plongée. On peut supposer que la statue se situe au-dessus de la personne qui est abattue sur le cercueil. C'est vrai qu'en temps normal, généralement, on filme souvent les enterrements avec une plongée totale sur l'événement. Ça a une tendance, c'est vrai, à écraser le personnage et à mieux faire ressentir la douleur. Sauf qu'ici, l'aspect spirituel, j'y adhérais simplement si on avait le mouvement de caméra inverse. C'est-à-dire qu'on partait donc toujours en plongée sur le cercueil et que tout doucement, la caméra se distanciait de cet objet-là, pour, par métaphore, rendre compte de cette âme qui va se séparer du corps et qui va rejoindre les cieux. Or ici, on a quand même le mouvement inverse. Je ne conteste pas le fait qu'il y ait une approche spirituelle, je le pense aussi, mais je pense que ça sert plus à faire ressentir la violence de l'émotion de ce personnage, qui est donc le père de l'enfant qui vient de décéder. Donc là, cette séquence, elle se situe vraiment tout au début, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres informations à avoir pour la comprendre. Mais simplement, le fait qu'on se rapproche de lui en le recadrant avec un léger mouvement de caméra va venir tout simplement accroître, me semble-t-il, cette douleur-là. Mais toujours dans cette perspective d'employer ou d'avoir un point de vue qui soit supérieur à la personne. C'est-à-dire que
En temps normal, ce type de cadrage, on aurait tendance à croire que c'est le point de vue donc, du ciel, de Dieu peut-être sur un personnage. Or ici, on a bien ce sentiment d'écrasement, simplement c'est renforcé encore par le mouvement de caméra qui va s'en rapprocher. Et ce qui est dommage, me semble-t-il, c'est que, et ici c'est la mise en scène qui l'explique, on n'ait pas pu avoir ce sur quoi, quand on se rapproche d'un personnage, ici on avait ce qu'on appelle un plan rapproché poitrine, c'est-à-dire qu'on cadre au niveau de la poitrine, et généralement ces choses-là, quand on se rapproche du visage, ça sert à exprimer avec d'autant plus d'intensité les émotions. Tout ce qui va se rapprocher du visage humain, en particulier le gros plan, ça a toujours une fonction émotive, émotionnelle et fortement psychologique. Ici, le fait que ce personnage-là ne se retourne pas va nous aider à encore plus accroire ce sentiment. C'est parce que justement on ne le fait pas, on ne montre pas ce visage qu'on vous laisse donc imaginer qu'on va avoir cette idée de douleur. Et donc on se rapproche, me semble-t-il, de lui par empathie. Et c'est ce petit mouvement de caméra qui va venir intensifier, amplifier chez le spectateur ces émotions qu'on ressent, je dirais naturellement, spontanément quand on voit une séquence d'enterrement. Mais le fait de s'en rapprocher, ça va amplifier ces douleurs-là. Et ce qui va encore plus l'amplifier, c'est simplement qu'on ne montre pas le visage. Alors que le visage, par définition, c'est ce qui exprime au cinéma les sentiments, la douleur des personnages. Ici, on va rester de dos par rapport à lui. Donc voilà, me semble-t-il, un type de cadrage en plongée qui se justifie parfaitement. Vous allez le voir, on les utilise souvent dans les scènes d'enterrement. C'est parce que, je vous dis, deux possibilités. Soit vous avez un point de vue, vous n'avez pas de mouvement de caméra, vous restez situé au-dessus du personnage, et donc là, vous avez quand même beaucoup d'interprétations possibles. Ensuite, si vous voulez y introduire un mouvement, donc ici, un mouvement descendant, on se rapproche du personnage, je pense que c'est simplement pour amplifier chez les spectateurs et par empathie la douleur du personnage. Mais si c'était le mouvement de caméra inverse, ça pourrait plus expliquer la séparation de l'âme et du corps et le fait que cette âme va rejoindre les cieux. On a un film assez récent, alors je sais que le cinéaste il est assez polémique, il s'appelle Gaspard Noé. Il a filmé son film entièrement en plongée en fait, pour justement expliquer, c'est l'histoire en fait d'un frère et d'une sœur qui sont à Tokyo. Lui c'est un dealer, elle c'est une prostituée, donc rien de très jovial. Lui un soir il va se faire attraper par la police, il va se faire tuer, et c'est à ce moment-là que on va adopter comme... Pardon ? Enter the Void, c'est ça. Le seul point de vue qu'on va adopter, ça va être en plongée. Le seul cadrage qu'on va avoir jusqu'à la fin du film, ça va être en plongée. Et en fait, on adopte le point de vue de cette âme, là c'est expliqué, qui va migrer au-dessus de Tokyo. Cette âme qui va ne pas vouloir rejoindre l'autre monde et qui va vouloir rester à proximité de sa sœur pour continuer à veiller sur elle, parce que c'est vrai qu'il y avait un amour assez fusionnel entre ces deux personnages. Et donc voilà, type de film qui, quasiment du début à la fin, va être filmé en plongée. Et cette plongée-là, en plus, elle adopte un point de vue qui est celui donc, d'une âme, ce qu'on appelle un point de vue subjectif par rapport au personnage. Ça, c'est aussi un usage qui me semble intéressant. Et on retrouve assez fréquemment dans les films cette envie d'adopter toujours un seul point de vue avec un type de cadrage particulier sur un événement. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des films qui vont être faits qu'en gros plan. C'est d'ailleurs le cas à 80%, je vous l'accorde, de La vie d'Adèle, qui en permanence se focalise sur les visages des personnages. Vous avez un autre film qui fait partie de ce qu'on appelle le giallo, c'est-à-dire un petit peu le roman policier noir assez sombre, qui s'appelle Amer, qui est aussi uniquement filmé en gros plan. Et vous voyez ce type de cadrage qu'on utilise à chaque fois. Pas que ça soit une mauvaise chose à certains moments, mais il y a toujours ce défi cinématographique de se dire, est-ce que je ne peux pas filmer uniquement en plongée ? Est-ce que je ne peux pas filmer uniquement en contre-plongée ? Est-ce que je ne peux pas filmer avec tel type de cadrage ? Ça fait toujours partie des défis cinématographiques, et dans le cas de Enter the Void de Gaspard Noé, c'est plutôt une bonne idée cinématographique. Et ici, ce qui justifie parfaitement cette plongée totale, donc sur le cercueil et le personnage qui est prostré
juste à côté, c'est simplement de faire ressentir avec un maximum d'empathie la douleur éprouvée par le personnage qui est le père du jeune enfant défunt. Ce que je voulais dire aussi, c'est que généralement, on a tendance à expliquer que la plongée au cinéma, elle écrase. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer la supériorité d'un personnage sur un autre, il y en a un qui va être filmé en contre-plongée, c'est-à-dire que lui, on va vouloir montrer sa supériorité, sa prédominance, et un autre qui va être filmé en plongée, et là, ça va être pour l'écraser. C'est généralement le cas dans les films de super-héros. Un super-héros, d'ailleurs dans les clips de rap on retrouve pas mal la même chose, c'est toujours bien d'avoir la caméra qui est le plus au sol possible, comme ça vous magnifiez votre personnage et vous lui donnez un sentiment de supériorité. Ici cet extrait-là, vous voyez, c'est dans un film de Gus Van Sant qui s'appelle Jerry. Donc ce film-là, c'est une histoire assez simple, une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie. Deux personnes qui se sont perdues dans le désert, et l'une des deux va mourir, et il ne va plus en rester qu'une qui va pouvoir raconter ses faits. Ça, c'est un épisode qui fait partie de la trilogie de Gus Van Sant, Elephant, Jerry et Last Days, qui s'intéresse aux derniers jours d'un personnage. Dans le cadre de Last Days, c'est inspiré des derniers jours de la vie de Kurt Cobain. Ici, c'est une anecdote qui a eu lieu aux États-Unis. Dans le cas d'Elephant, c'est en rapport avec le massacre de Columbine. Ici, cette contre-plongée, qui est aussi quasi totale, c'est beaucoup plus compliqué à faire, s'explique simplement par le fait que vous avez un personnage qui est en hauteur par rapport à l'autre. Je vous ai pas mis la séquence parce que c'est un plan séquence qui dure 12 minutes et dans lequel les personnages se parlent. C'est un film qui est très très lent, qui est beaucoup plus contemplatif que narratif, ce qui fait qu'il ne me semblait pas que ça soit tout à fait nécessaire de la montrer entièrement. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, ce personnage ici, c'est celui donc qui va mourir, et je suis désolé de vous le raconter, mais ça va être la seule contre-plongée qu'on va avoir du début à la fin. Donc c'est pour le mettre en évidence à un certain moment du film, dans un plan séquence. Alors on ne sait pas trop pourquoi il se retrouve en haut d'un rocher. Quoi qu'il en soit, il a beaucoup de mal à redescendre, et ça va durer pratiquement 12 minutes. 12 minutes de conversation, préparer le terrain pour qu'il puisse se réceptionner et tout ça. Mais il y a ce moment particulier qui est assez rare dans les films de Gus Van Sant, de le filmer en contre-plongée. Donc ici, c'est pour déjà, même si on est à la moitié du film, nous laisser entrevoir que ce personnage qu'on essaye de magnifier, c'est lui qui va, si je puis dire, quitter l'aventure, et c'est le personnage qui va mourir. Ensuite, et ça c'est une chose qui est vraiment très importante à prendre en compte quand on étudie un film, donc plongée, contre-plongée, de nos jours vous en retrouvez partout, mais posez-vous toujours la question, est-ce que cet angle de cadrage-là se justifie? C'est vrai que je vous l'ai dit que maintenant, avec tous les appareillages techniques, avec l'utilisation répétée de la Steadicam c'est une caméra qu'on accroche sur un harnais à un opérateur et qui permet d'avoir des mouvements assez fluides, on a tendance à un petit peu trop abuser des mouvements de caméra. Posez-vous donc toujours la question de savoir si un angle de prise de vue, un angle de cadrage se justifie ou pas. Et un bon réalisateur, qui est un bon directeur de la photographie, se posera toujours ce genre de questions. Est-ce que le point de vue qu'on adopte sur la séquence qu'on veut filmer, sur la scène qu'on veut filmer, est-ce que ce point de vue se justifie d'une manière quelconque? Et donc c'est pour la même chose en ce qui concerne les échelles de plan. Les échelles de plan, c'est tout simplement l'importance spatiale d'un objet représenté à l'image. C'est-à-dire que ça va toujours dépendre de la distance, qu'elle soit apparente ou réelle, quelquefois c'est reconstitué en post-production, d'un objet avec la caméra. Et en gros, on a tendance à dire qu'il existe deux types d'échelles de plan. Celles qui vont se rapporter au décor, celles qui vont se rapporter au personnage. C'est-à-dire, pour les premières, on va toujours vouloir mettre en évidence le décor, le lieu, l'environnement dans lequel se situent les personnages. On veut les montrer plongés dans cet univers-là. Ça, c'est le cas encore, je vous ai pris, je vais rester sur le film Jerry de Gus Van Sant, que je vous conseille tous de voir. Vous avez à un moment ce type de plan-là. C'est-à-dire que
on essaye de mettre en évidence ici non pas les personnages qui pourtant apparaissent très bien de chaque côté du plan. Ici, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est tout doucement, ils sont perdus dans un désert qui va devenir de plus en plus hostile, de plus en plus aride, et on veut montrer, signifier aux spectateurs qu'ils vont devenir tout petits dans ce décor-là, et ce qui est bien nécessaire ici, puisqu'ils sont perdus. Et donc, on veut mettre en permanence, en avant, ce décor. Et donc, on appelle ça un plan général ou un plan large. C'est-à-dire, on va essayer de montrer une large fraction du cadre dans laquelle se situe le décor. Généralement, un plan large ou un plan général, il n'y a pas de personnage. Mais ça n'empêche que s'il y a présence de personnages, ils ne sont pas identifiables, ils sont beaucoup trop petits. Le fait qu'ils ne soient pas identifiables fait qu'il va y avoir prédominance du décor sur les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là, encore une fois. C'est simplement pour vous montrer qu'ici, alors que c'est un film dans lequel vous avez que 2 personnages pendant 1h40, 2 personnages qui se perdent dans un désert, on ne veut plus attirer l'attention sur ces personnages. Ça n'a pas de dimension psychologique ce plan-là. On veut simplement de plus en plus montrer l'hostilité du milieu qu'ils sont en train d'arpenter et le fait que tout doucement, ça va devenir de plus en plus aride, c'est-à-dire qu'au départ il y avait un peu de végétation, après ça avait beaucoup de rochers, de cailloux, et ensuite vous allez avoir simplement des étendues de sable à perte de vue et ça se finira sur des étendues de sel. Ce qui fait qu'on veut montrer de plus en plus l'aridité du milieu et surtout la prédominance du décor sur les personnages. Ils sont perdus dans ce désert. On veut vous expliquer que de toute façon, l'un des deux, enfin peut-être les deux, on n'est pas censé le savoir, ne vont pas en réchapper. Et donc c'est ce décor qui doit devenir imposant par rapport aux personnages. On a ce qu'on appelle aussi le plan d'ensemble. Un plan d'ensemble, généralement, donc ici il n'y en a pas parce que ça se passe que dans le désert, c'est un plan qui va vous montrer un décor bien précis. C'est-à-dire que ça peut être une ferme, ça peut être une ville, une petite ville, et ça va permettre de situer l'action. Généralement, les personnages vont apparaître un tout petit peu plus grands à l'intérieur de ce type de plan. Ça n'empêche qu'ils ne sont pas encore identifiables. Certes, les détails vont commencer à apparaître, on va pouvoir les identifier. Ici, vous voyez que c'est assez compliqué de savoir si c'est des personnes jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes. Dans le plan d'ensemble, on commence à pouvoir identifier ou apprécier ce genre de détails. Donc ça, plan général ou plan large et plan d'ensemble, c'est des plans qui appartiennent à la première catégorie, celle dans laquelle le décor doit être mis en avant. Pour vous donner un autre exemple, vous regardez 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Le film commence par une série de plans larges sur un désert. Il y en a beaucoup, et tout doucement, vous allez vous rapprocher des personnages, alors là qui sont des primates, des hominidés, et simplement parce qu'on a besoin de contextualiser avant, surtout au début d'un film, c'est-à-dire de vous montrer précisément le lieu dans lequel les événements vont se dérouler. Et donc, généralement, quand on commence un film, on a tendance à commencer par un plan général et tout doucement à resserrer le cadre pour se rapprocher des personnages. C'est pas une règle générale, puisque dans un autre film de Kubrick, vous trouvez exactement l'inverse, c'est-à-dire une ouverture par un gros plan. Ça, c'est dans Orange Mécanique. Et c'est simplement ici, j'aurais bien voulu vous montrer cette séquence, peut-être que je l'aurai la semaine prochaine, spécifie en fait avant tout la folie d'un personnage, ou du moins la tendance, je ne sais pas comment on peut la qualifier d'un point de vue psychologique, mais le fait qu'un personnage ait une certaine propension à l'ultra-violence. Donc, quoi qu'il en soit, là, je vous dis, c'est pas une règle générale, il n'y a pas de règle quand on fait du cinéma, mais on a tendance à vouloir commencer par un film, par contextualiser le lieu, l'environnement dans lequel se situe l'action, ne serait-ce que pour une séquence. Donc on va vouloir commencer par un plan général et tout doucement se rapprocher des personnages. Ensuite, on passe dans la seconde catégorie, c'est-à-dire les échelles de plan qui correspondent à un point de vue sur un personnage. Et vous allez voir que toutes ces échelles de plan, elles vont être découpées par rapport à un homme normal. C'est-à-dire que dans le plan moyen, vous allez avoir les personnages qui vont apparaître
entièrement, c'est-à-dire de la tête aux pieds à l'intérieur de l'image. C'est celui qui est le plus proche de la vision naturelle, c'est pourquoi il a été très souvent utilisé en photo. Et si je vous renvoie au film de tout à l'heure de Georges Méliès, L'homme à la tête de caoutchouc, on se rendait compte que Georges Méliès n'a jamais changé de type de cadrage, c'est-à-dire qu'il est toujours resté en plan moyen. À cette époque-là, ça semblait encore assez aberrant de tronquer un personnage pour le montrer. Je vous ai dit tout à l'heure le point de vue spectatoriel, le cadrage fondal, mais surtout le fait que ça soit en plan moyen. On n'avait pas idée de pouvoir montrer un personnage tronqué, comme c'est devenu banal de le faire désormais. C'est parce que vous avez, et c'est ce qui va faire défaut à son cinéma, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple à la fin du Voyage sur la Lune, vous avez une scène de liesse, il a décidé de la filmer en plan moyen, ça serait désormais un... 5 minutes ? D'accord. Ça serait désormais une solution qui serait très peu choisie par un directeur de la photographie, pour la simple raison que dans une scène de joie, ce qui est bien, c'est de montrer que les gens sont justement emplis de liesse, et donc pour montrer ça, ça se passe sur les visages, donc il faut cadrer en plan serré. Donc au minimum en plan rapproché poitrine, au mieux en gros plan, quand on a vraiment besoin d'appuyer ce sentiment-là. Donc le plan moyen, je vous dis, celui qui correspond le plus possible, qui est le plus proche de la vision naturelle, c'est pourquoi il a souvent été utilisé en photographie. Et à partir de là, on va simplement effectuer un certain nombre de découpes sur le corps humain lui-même. Donc ça, c'est pareil, c'est une séquence d'Angéri. Après, le plus fameux, le plus classique, c'est le plan américain, donc le cadrage des personnages à mi-cuisse. On le dénomme ainsi parce c'est une invention des Américains, donc comme vous en doutez, et on en fait un usage abondant dans les westerns américains. Il y a une autre dénomination aussi qui est choisie par les Italiens. Le plan italien, lui, veut que normalement on découpe les personnages à la moitié du mollet. Vous voyez qu'il s'est aussi beaucoup utilisé dans les westerns, mais cette fois-ci italiens. Il n'y a pas besoin, je pense, de tant d'éventail, tant de découpes d'un point de vue des échelles de plan. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient très peu signifiant de savoir si on va découper un personnage au milieu du mollet ou au niveau de la cuisse. Simplement, là vous le voyez, tout doucement, on commence à se rapprocher des personnages et les détails de leur visage nous apparaissent. Et ce qui se passe comme phénomène, c'est que le décor dans lequel ces personnages se situent va tendre tout doucement à disparaître. Donc ici, que ce soit le plan moyen ou le plan américain, c'est généralement les plans où vous avez une parfaite adéquation entre je montre les personnages et je montre le décor dans lequel ils évoluent. Il y a encore ici, je vous dis, un certain équilibre. Ici, on voit parfaitement les personnages, on voit parfaitement le désert de sable qu'il y a derrière eux. Donc, vous avez un juste équilibre. C'est pour ça que c'est de loin les plans les plus utilisés au cinéma. Ensuite, ce qu'il va y avoir, vous allez avoir un plan rapproché. Alors, le seul que j'ai trouvé dans ce film-là, c'est malheureusement de dos. Mais donc vous avez le plan rapproché, alors vous en avez plein, vous avez le plan rapproché taille, le plan rapproché poitrine, le plan rapproché épaule. Quoi qu'il en soit, ça se situe généralement au-dessus du bassin, et on tend tout doucement ici à se rapprocher, je vous l'ai dit, du visage du personnage. Donc ici c'est dommage, j'ai choisi un plan dans lequel on le voit de dos. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que vous voyez que tout ce qu'il y a derrière lui, c'est flou. Donc ça correspond à un type d'objectif bien particulier qui a été monté sur la caméra. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas anodin, puisqu'on essaye de faire comprendre qu'à ce moment-là du film, ce qui nous intéresse, c'est non plus le personnage qui évolue dans un décor, on se rapproche tout doucement de plans qui ont une certaine consistance psychologique. C'est pour ça qu'on va choisir, et ça c'est aussi important, le type d'objectif que vous choisissez quand vous filmez. C'est-à-dire que quand vous avez un flou d'arrière-fond qu'on appelle une zone de bokeh, et bokeh ça s'écrit B-O-K-E-H, c'est quelque chose qui est de plus en plus travaillé parce qu'on a des profondeurs de champ qui sont de plus en plus faibles au cinéma. Tout ça, ça a une importance ici. Si le personnage est net, si le décor apparaît flou, c'est que ça a une importance. Ici, il y a prédominance du personnage face à ce décor qui est flou, et comme on est à un moment du film dans lequel ça fait 2 jours qu'ils sont perdus dans le désert et commencent un petit peu à désespérer, on essaye de vous faire comprendre à ce moment-là
qu'il y a peu de chances que c'est lui d'ailleurs qui va mourir, et il y a peu de chances qu'il en réchappe. Et que vous savez, vous avez une certaine abstraction, comme s'il n'y avait pas de fin, de finitude au décor qui s'offre infiniment devant lui. Ensuite, vous passez, donc je vous l'ai dit, plan rapproché taille, plan rapproché poitrine, plan rapproché épaule. C'est aussi beaucoup utilisé quand vous voulez faire converser deux personnages en même temps à l'intérieur d'un plan. Ensuite, on passe donc au gros plan. Donc ce gros plan-là, il est filmé en contre-plongée. Et là, vous n'attirez donc l'attention que sur les expressions des visages des personnages. Et donc, je vous l'ai dit, ça a une fonction émotionnelle, voire, surtout, une prédominance psychologique. Donc on a tendance, quand on parle du gros plan au cinéma, à parler que de gros plans de visage, mais vous pouvez avoir des gros plans sur des mains, sur des pieds, comme vous les retrouvez dans pas mal de films de Tarantino, par exemple, qui est fétichiste des pieds. Ici, à ce moment-là précis, vous voyez qu'on essaye de vous faire partager, par empathie, ce que ressentent les deux personnages. Et là, c'est accentué par le fait, mais ça c'est assez difficile à voir, mais ça fait aussi partie du travail d'analyse, que vous avez un objectif qu'on appelle courte focale, c'est-à-dire que vous allez avoir une exagération des traits des personnages pour renforcer la dimension psychologique de ce plan. C'est-à-dire que là, on est dans un moment où la détresse est de plus en plus grande, vous la faire voir, vous la faire appréhender par ce gros plan. Donc généralement, c'est très rare d'en avoir deux gros plans de deux personnages en même temps. Ici, c'est le cas. C'est simplement pour vous faire ressentir cette perte, cette désolation. Et dernière chose qu'on appelle un insert ou un très gros plan, c'est-à-dire que là, vous allez représenter seulement une partie du visage. Donc normalement, c'est encore cadré de plus près, c'est-à-dire que vous avez seulement un œil, seulement une bouche, seulement un nez, seulement une oreille. Là, l'idée, c'est d'avoir une représentation ou une vue déformée, assez horrifique, abstraite. Donc je vous l'accorde, ici c'est pas le cas, mais dans d'autres films, par exemple un film qui s'appelle Avida, qui commence par un gros plan sur une bouche et une femme qui mâche des chips. C'est vous permettre d'avoir une vision étrange sur un détail précis du corps humain. Donc je vous l'ai dit encore une fois, c'est pas simplement sur le visage. Pensez qu'il y a des inserts de temps en temps quand on vous fait ressentir les émotions qui parcourent un personnage et qu'on vous montre que sa peau est parcourue de frissons, on a les poils qui s'hérissent, là on est aussi en insert. Monsieur Hervé, on vous remercie. Merci encore pour cette séance. Merci.